Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire assez fascinante d'une machine qui a appris à comprendre nos goûts et même à les prédire. On ne parle pas d'une machine qui suit des règles bêtement, non, mais d'une machine qui apprend à déceler les motifs cachés dans nos choix pour nous faire des recommandations parfois bluffantes de pertinence. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment un algorithme peut-il deviner qu'une personne qui a mis 5 étoiles aux parrains et aux affranchis va probablement adorer Casino? Ce n'est pas juste une question de film de gangsters, c'est bien plus subtil, ça touche à des caractéristiques cachées. Eh bien, c'est précisément ce défi que les systèmes de recommandation essaient de relever. Et ce problème, il n'était pas juste intéressant, il valait de l'or. 1 million de dollars pour être précis. C'était la somme mise en jeu dans une compétition hyper célèbre qui visait justement à résoudre cette énigme. Alors, revenons un peu en arrière. En 2007, Netflix lance ce qu'ils ont appelé le Netflix Prize. Le but du jeu était simple sur le papier, améliorer la précision de leur système de recommandation, Cinematch, de 10%. Mais la difficulté, c'était l'échelle. On parle de plus de 100 millions de notes laissées par les utilisateurs, avec évidemment énormément de données mon compte. Un vrai casse-tête. Pour s'attaquer à un problème pareil, il ne suffisait pas de peaufiner les méthodes qui existaient déjà. Non, il fallait une approche complètement nouvelle. Et la solution qui a finalement gagné reposait sur un type de réseau de neurones qui, à l'époque, était assez peu connu. Un modèle capable de trouver des motifs cachés dans les données, tout seul, sans qu'on lui dise quoi chercher. Et ce fameux modèle, c'est la machine de Boltzmann restreinte, ou RBM en anglais. C'est elle qui a vraiment permis de passer un cap. Alors, voyons ensemble ce qui la rend si particulière. Bon, une RDM, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez un réseau de neurones un peu spécial, qui a une part de hasard dans sa manière de fonctionner, ce qui le rend stochastique. Il est structuré en deux couches. D'un côté, une couche visible, c'est là qu'on met les données brutes, comme les notes des films. De l'autre, une couche cachée, qui, elle, va apprendre à extraire les concepts importants, les fameuses caractéristiques, comme le style Scorsese dont on parlait. Le détail crucial, c'est que les neurones d'une même couche ne se parlent pas entre eux. Ils ne communiquent qu'avec l'autre couche. Bien sûr, cette idée n'est pas sortie de nulle part. Les bases ont été posées dès 1986 par Paul Smolinski. Mais c'est vraiment Geoffrey Hinton, en 2002, qui a trouvé le truc pour les entraîner efficacement avec un algorithme qui s'appelle la divergence contrastive. Et hop, en 2007, la technologie est assez mûre pour devenir l'arme secrète de l'équipe gagnante du concours Netflix. Mais au fait, pourquoi ce mot restreinte? Dans une machine de Boltzmann classique, disons complète, c'est un peu l'anarchie. Tout est connecté à tout. Ça crée un enchevêtrement de calculs tellement complexe que c'est quasiment impossible à entraîner. La restriction, c'est l'idée de génie. On interdit simplement les connexions à l'intérieur d'une même couche. Et rien que ça simplifie le problème de manière drastique. C'est ce qui a fait passer ce concept de la théorie à un outil vraiment pratique. Maintenant qu'on a vu la structure, passons à la façon dont une RBM apprend. Son mécanisme de base est à la fois élégant et puissant. Tout repose sur un cycle. On détruit l'information et on essaye de la reconstruire. L'analogie de l'artiste qui dessine de mémoire, je la trouve parfaite. La RBM regarde une donnée, par exemple nos notes de film, et elle essaye de la mémoriser en activant sa couche cachée. Juste après, elle se retourne et tente de redessiner ce qu'elle a vu au départ, mais uniquement à partir de sa mémoire abstraite. On dit parfois que la machine rêve à ce moment-là. Ce processus porte un nom un peu technique, l'échantillonnage de Gibbs, mais l'idée est assez intuitive. Étape 1, on donne au réseau les vraies données, nos notes de film. Étape 2, l'information passe à travers le réseau jusqu'à la couche cachée qui en fait une sorte de résumé, une représentation abstraite. Étape 3, le réseau fait le chemin inverse. À partir de son résumé, il rêve et essaie de reconstruire les notes de départ. Et enfin, l'étape 4, la plus importante, on compare le rêve avec la réalité. Si c'est très différent, le réseau ajuste ses connexions pour que son prochain rêve soit un peu plus fidèle. Et il répète ça encore et encore. C'est comme ça qu'il apprend. Et l'algorithme qui orchestre ces ajustements, c'est la fameuse divergence contrastive, ou CD. C'est la recette magique de Geoffrey Hinton. C'est une méthode super astucieuse et surtout rapide pour corriger les erreurs du réseau. Techniquement, c'est une approximation, ce n'est pas la méthode mathématiquement parfaite. Mais en pratique, ça marche incroyablement bien. C'est vraiment cette innovation qui a tout débloqué pour les RBM. Et ça illustre parfaitement l'esprit pragmatique de la recherche en IA. Hinton lui-même a admis que sa méthode était une approximation grossière. Et pourtant, cette approximation s'est avérée largement suffisante pour faire tourner des applications majeures et obtenir des résultats de pointe. Évidemment, l'impact des RBM ne s'est pas limité à Netflix. Cette architecture s'est révélée être un véritable couteau suisse, ouvrant la porte à plein d'avancées dans d'autres domaines de l'IA.
Pour revenir une dernière fois au concours Netflix, l'équipe gagnante a bien montré que son approche avec les RBM était plus performante que les méthodes statistiques classiques de l'époque comme la SVD, la décomposition en valeurs singulières. Ce n'était plus juste un concept de laboratoire, c'était un modèle qui gagnait des compétitions prestigieuses. Grâce à leur flexibilité, les RBM ont été utilisés pour tout un tas de choses, de la reconnaissance d'images à la composition de musique, en passant par la modélisation des mouvements du corps humain. Mais leur rôle le plus important, finalement, ça a peut-être été de servir de fondation pour des modèles encore plus complexes. Exactement. Les RBM ont servi de méthode de pré-entraînement pour les premières architectures de ce qu'on a appelé le deep learning, comme les réseaux de croyances profonds. En gros, elles permettaient d'initialiser intelligemment les poids de ces grands réseaux, couche par couche. Et ça a aidé à résoudre un problème majeur qui bloquait la recherche à l'époque, celui de la disparition du gradient. Mais voilà, la technologie avance très vite. Les RBM, même si elles ont été cruciales, ont peu à peu été remplacées par des modèles plus modernes, souvent plus performants. Pourtant, leur histoire n'est peut-être pas tout à fait terminée, et elle pourrait même connaître un rebondissement assez dingue grâce à une autre révolution technologique. Aujourd'hui, ce sont des modèles comme les GAN, les fameux réseaux antagonistes génératifs, qui dominent la scène pour les tâches génératives. Ils sont souvent plus rapides, ils produisent des résultats de meilleure qualité. Ceci dit, les RBM gardent certains avantages, comme une plus grande stabilité à l'entraînement. Elles évitent des problèmes comme l'effondrement de mode où un GAN se met à produire toujours la même chose en boucle. Alors qu'on pensait l'âge d'or des RBM derrière nous, l'arrivée de l'informatique quantique pourrait bien leur offrir une seconde jeunesse et des capacités totalement nouvelles. On entre ici dans le monde de la RBM quantique ou QRBM. C'est une version de la RBM conçue pour tourner sur des ordinateurs quantiques. En utilisant des phénomènes comme la superposition ou l'intrication, les QRBM peuvent en théorie modéliser des relations dans les données qui sont beaucoup trop complexes pour leurs cousines classiques. Et ce n'est pas de la science-fiction, la recherche est déjà lancée. On explore l'utilisation des QRBM pour créer des données synthétiques pour entraîner des systèmes de cybersécurité, par exemple, ou pour des tâches d'échantillonnage très complexes. Et il y a une découverte assez fascinante, une QRBM pourrait avoir la même puissance de représentation qu'une RBM classique, mais avec beaucoup moins de neurones cachés, ce qui la rendrait bien plus efficace. La question reste donc ouverte. Cette machine qui a appris à nous recommander des films et qui a aidé à lancer la révolution du deep learning, est-ce qu'elle pourrait renaître de ses cendres grâce au monde quantique? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, la perspective est passionnante. Merci de nous avoir suivis.